Merci beaucoup. D'abord, je dois exprimer des profonds regrets pour n'avoir pas eu l'opportunité de suivre ces riches débats au cours des 3 derniers jours. Pour des raisons de santé, je ne pouvais vraiment pas venir. J'ai dû faire un effort presque surhumain pour être ici et tenir mes engagements. C'est un honneur, un privilège pour moi en tant que directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, de partager cette modeste expérience que nous sommes en train de mener auprès des États membres dans ce que nous appelons l'initiative pour les pactes nationaux en faveur de la jeunesse. Et vous savez, les jeunes présentement au sein de l'espace francophone, ils sont non seulement très nombreux, mais aussi très bouillants. Ils veulent vraiment prendre part à la vie économique et sociale. Ils participent parfois de manière très brutale. Mais c'est encourageant de voir que justement les jeunes jouent un rôle dans les changements que nous vivons aussi bien sur le plan politique que sur le plan social. Et même, ils apportent des solutions, ils veulent que les choses changent, ils ont des solutions à apporter. Et cette dynamique, nous la soutenons. C'est dans cette perspective justement, comme vous allez le voir, que se situe cette initiative de pacte national ou de pactes nationaux en faveur de la jeunesse. D'autre part, je dois signaler que dans la plupart, ou pas la plupart, dans certains pays dans lesquels nous travaillons, notre rôle est d'apporter un appui technique et beaucoup plus technique et financier parce que nous ne sommes pas, comme on dit, un bailleur de fonds. Nous apportons un appui technique à nos États membres qui font des requêtes sur des aspects bien précis, y compris sur des questions de réforme éducative. Nous remarquons justement dans ces pays que les administrations avec lesquelles nous travaillons, en particulier dans les pays du Sud, sont constituées de personnes, des cadres très dévoués, mais qui, dans beaucoup de cas, ont également beaucoup de faiblesses et sont confrontés à d'énormes contraintes. Ces contraintes sont de différents ordres. Les ressources, qui font défaut parfois non seulement des ressources financières, mais aussi des ressources humaines qui ne sont pas nécessairement très qualifiées, parce que dans certains pays, ceux qui travaillent dans les administrations ne sont pas nécessairement les personnes les plus qualifiées. Il y a des recrutements qui se font parfois sur des bases qui ne répondent pas nécessairement à des critères de compétences. Mais il y a aussi des lacunes liées à la vision même du travail à faire. La vision du travail à faire, la vision des réformes à mettre en œuvre, la vision de la manière dont ces réformes doivent être conçues et mises en œuvre, et ainsi de suite. Et donc, on remarque que les moteurs de changement, dans la plupart des cas, les moteurs de changement sont des acteurs politiques. Ce ne sont pas les administrations, ce sont des acteurs politiques qui sont les moteurs de changement. Et quand on parle des acteurs politiques, évidemment, c'est toute une panoplie, mais surtout les ministres. Être ministre dans un pays du Sud, c'est un pouvoir énorme. C'est un pouvoir énorme, mais aussi, malheureusement, ces acteurs politiques ont une durée de vie très limitée. Il y a 3 ans, oui, j'avais rencontré un ministre, je ne vais pas mentionner le pays, qui me disait que ça a été une révélation d'avoir assisté à la COP, aux discussions de la COP 21, et nous demandait alors pourquoi les jeunes n'apprennent-ils pas toutes ces notions de base, pourquoi on ne les enseigne pas à l'école. Alors je lui ai dit, mais monsieur le ministre, c'est comme c'est vous qui décidez, vous pouvez justement décider d'inclure, d'intégrer ces notions dans les curriculums pour que dès le bas âge ou à l'école secondaire, les enfants puissent apprendre ces notions de développement durable. Et donc, nous avons commencé ce processus d'appui technique pour qu'il y ait des nouveaux contenus qui soient introduits dans les programmes scolaires à différents niveaux qui ont été convenus.
Malheureusement, 6 mois après, il y a eu un remaniement ministériel, il n'était plus en place, il est parti. Donc ça, c'est l'illustration justement du rôle que jouent les acteurs politiques, un rôle extrêmement important, mais malheureusement, leur durée de vie est très éphémère. Et donc, cela pose la question de réforme, la pérennité de réforme et même le succès des réformes. Et c'est dans cette perspective que se situe ma présentation et cette expérience, cette initiative que nous avons prise à l'OIF visant à impliquer les jeunes. Parce que nous nous sommes dit, les réformes ou certaines réformes nécessitent du temps, certaines réformes nécessitent une certaine continuité. Et je me rappelle d'ailleurs en discutant avec ces ministres que je mentionnais, je lui disais, si vous voulez changer les programmes scolaires, profitez-en. Si vous voulez changer les programmes scolaires pour inclure des notions sur les développements durables, profitez-en pour faire une réforme globale, inclure d'autres notions, d'autres contenus que le pays que vous souhaiterez inclure dans le programme scolaire, parce qu'on ne peut pas réviser les programmes chaque année. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réviser les curricula chaque année, on ne peut pas changer les manuels scolaires chaque année, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire chaque année. Donc si vous insérez dans une perspective, il faut vous assurer qu'il y ait au moins un certain temps, une certaine durée, une certaine garantie que ces réformes vont suivre leur cours. Et donc c'est dans cette perspective que nous avons eu l'idée d'impliquer les jeunes dans ce processus non seulement des réformes, parce que je vais expliquer ce concept du pacte national. Initialement, ce n'était pas nécessairement appliqué au secteur de l'éducation, mais nous voulions, dans tout ce qui concerne la jeunesse de manière générale, et nous nous sommes dit, les jeunes jouent un rôle important. Je pense qu'il est temps que les acteurs politiques puissent de façon très concrète, avoir une idée claire des défis auxquels ces jeunes sont confrontés, des solutions possibles face à ces défis, des solutions qui peuvent être mises en œuvre à court, moyen et long terme, et des actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre dans l'immédiat. Et c'est dans cette perspective-là que nous avons parlé de l'idée de consensus national. Est-ce qu'on peut arriver à créer un consensus au niveau national si un certain nombre de préoccupations, si un certain nombre de réformes qui doivent être menées et mises en œuvre pour faire face à un certain nombre de défis concrets auxquels les jeunes sont confrontés. Et parmi ces défis, il y a bien entendu les questions liées à l'éducation et à la formation. Et sur ce point, nous savons des études que nous avons menées, que nous menons depuis plusieurs années, que ce soit au nord ou au sud. Les préoccupations majeures des jeunes concernent une bonne éducation, une bonne formation et des emplois décents. Donc les jeunes sont préoccupés par les questions d'éducation, ils sont préoccupés par les questions de formation et donc veulent absolument être partie prenante des discussions qui concernent ces questions. Et cette initiative, nous l'avons conçue donc, dans cette perspective, essayer de faciliter les consensus un consensus national entre les acteurs politiques clés, que ce soit les partis politiques, les institutions étatiques, la société civile, créer un consensus avec l'objectif majeur d'aboutir à un socle commun d'actions et d'interventions concrètes que tous les acteurs politiques s'engageraient à mettre en œuvre. Alors, évidemment, de façon concrète, qu'est-ce que ça signifie? De façon concrète, ça signifie que nous avons choisi, par exemple, Madagascar, parce que Madagascar était à l'époque, à la veille du processus électoral. Nous nous sommes dit que c'est vraiment le moment opportun pour que les jeunes puissent travailler avec les responsables des différents partis politiques autour d'un socle commun d'action et d'intervention concrètes, y compris dans les secteurs de l'éducation, sur les réformes clés à mener dans les secteurs de l'éducation et de la formation pour que
quels que soient les partis qui arriveraient au pouvoir, ces réformes puissent être mises en œuvre. Et la démarche a alors commencé de la manière suivante. Il y a eu d'abord un état des lieux qui a été mené sur la situation des jeunes, de manière un état des lieux impactant d'un certain nombre de variables, un état des lieux qui faisait vraiment la situation, donner une photographie aussi objective qu'exhaustive de la situation des jeunes à Madagascar, y compris dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Évidemment, il y avait d'autres secteurs qui étaient également pris en compte, notamment les questions de santé sexuelle et de la reproduction, parce qu'à Madagascar, pour ceux qui connaissent ces pays, il y a malheureusement beaucoup de grossesses non désirées chez les jeunes filles. Donc ces questions étaient prises en compte. Et cet état des lieux a servi de base de travail aux acteurs politiques qui se sont rendus compte, voilà, l'ensemble des problèmes ou l'ensemble des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les jeunes dans les pays, y compris dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Alors, cet état des lieux a servi de base de travail au cours d'un séminaire qui a réuni les responsables des partis politiques et les organisations des jeunes, représentées par leurs leaders, venant de l'ensemble du pays. Et pendant 3 jours, ils ont débattu des enjeux et des défis auxquels les jeunes étaient confrontés, mais aussi des solutions possibles à court, moyen et long terme. Et à l'issue de ces 3 jours, ils ont abouti à un document qui a fait consensus sur des actions concrètes, pertinentes à entreprendre pour faire face à ces enjeux. Et ils ont pris l'engagement de signer, et c'est cela qui constitue en fait de façon symbolique pacte national. Alors, évidemment, dans le processus, il est prévu une étape importante, c'est l'étape de mise en œuvre. Maintenant, il y a un parti qui a gagné les élections présidentielles, qui est au pouvoir, des élections législatives viennent de se tenir, et nous suivons cette situation. Nous savons par exemple qu'il y a certains parlementaires qui, à l'époque, avaient joué un rôle moteur dans ces processus, n'ont pas été réélus. Certains ont été élus fort heureusement. Et donc, nous espérons qu'avec le parti présidentiel qui a remporté les élections, les partis qui ont remporté les élections présidentielles, nous espérons qu'il y a une dynamique qui va se mettre en œuvre justement pour mettre en œuvre ces socles communs d'action et d'intervention qui avaient été conclus de façon consensuelle. Parce que après l'étape de mise en œuvre, il y a une étape importante qui est prévue et qui concerne le rôle de veille que les jeunes doivent jouer. Et c'est là d'ailleurs qui avait motivé les jeunes, parce que les jeunes se sont dit, oui, les politiciens nous promettent souvent beaucoup de choses, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils ne réalisent pas. Mais maintenant qu'ils ont signé, nous, notre rôle maintenant, ça va être de nous assurer que les engagements qui ont été pris sont mis en œuvre. Mais bien entendu, il faut garder à l'esprit que ces engagements qui ont été pris, ce sont des engagements qui nécessitent des ressources énormes, aussi bien sur le plan technique que sur le plan matériel et financier. Et c'est là que nous, à l'OIF, nous nous sommes engagés à mobiliser d'autres partenaires techniques et financiers pour accompagner le gouvernement qui est en place en vue de réaliser les engagements qui ont été pris dans le cadre de ce pacte, de ce pacte national. Donc cette étape n'est pas encore arrivée. Nous espérons que cette étape viendra. Nous allons poursuivre le processus. Et dans les processus du pacte national, il est prévu des mécanismes de suivi qui devraient faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, de 2-3 ans, qu'il y ait une évaluation de la situation pour voir si les progrès ont été réalisés. Comme disait le professeur Gomez, il est important d'avoir des mesures pour voir si les progrès qui ont été réalisés par rapport à la situation de départ. Alors, Madagascar a été un premier, si vous voulez, un premier cas. C'est encore fragile parce que, comme je vous l'explique, c'est un processus qui est en cours.
Suite à Madagascar, il y a eu la République démocratique du Congo, et j'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour saluer ma collègue Madame Gisèle Mengenyangi, qui a conduit, qui a facilité ces processus en République démocratique du Congo. Là, nous avons suivi exactement les mêmes processus en tenant compte, en tirant les leçons tirées de Madagascar, avec un état des lieux sur la situation des jeunes. Malheureusement, dans le cas de la République démocratique du Congo, ces processus n'ont pas pu avoir lieu avant les élections. Ces processus ont eu lieu après les élections. Ce qui changeait relativement les choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les discussions préliminaires qui avaient commencé avant les élections ont pris un tournant différent après les élections. Parce que le parti qui était, disons, l'un des partis qui était le plus farouche en termes de parti d'opposition est arrivé au pouvoir. Et donc cela a facilité un peu la mobilisation des autres partis politiques pour justement arriver à ces consensus sur le pacte national. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'essaie évidemment à répondre aux questions tout en mentionnant que c'est un processus en cours sur lequel j'espère nous pourrions partager les résultats et les leçons apprises plus tard. Je vous remercie.